Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier webinaire Optimaso. Aujourd'hui, je vais vous aider à construire le modèle socio-économique de votre association. C'est un format qui va être un peu plus long que d'habitude, donc je vous invite vraiment à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Donc, comment construire le modèle socio-économique de votre association? Ça va être en 4 étapes. La première étape, je vais vous dire ce que c'est un modèle socio-économique. Ensuite, la composition d'un modèle stable et pérenne. Je vous donnerai quelques exemples de modèles socio-économiques pour un club de sport, un club donc de sport individuel et par équipe. Et je ferai aussi le parallèle avec le monde de l'entreprise. Et pour finir, je vous donnerai les 6 piliers, mes 6 astuces pour une stratégie anti-crise, avoir votre association avec un modèle pérenne dans le temps. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Clément, je suis issu du monde de l'escrime. J'étais avant agent de développement en Nouvelle-Aquitaine où j'aidais des clubs d'escrime à se développer, à avoir donc de plus de licenciés et aussi pérenniser l'emploi du salarié. Il y a bientôt 2 ans, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Optimaso dans le but d'aider le monde associatif dans son développement et notamment aider les associations à devenir indépendants financièrement. Pour ça, je fais des formations en présentiel qui sont plutôt collectives auprès de salariés et de bénévoles. Ça touche tout le côté développement du quotidien du monde associatif. Ensuite, je donne des coachings, donc des séances de coaching pour vous aider sur des questions donc, précises de votre association. Je donne aussi des astuces et des conseils gratuits. Donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Optimaso, la page Facebook et j'ai aussi une newsletter où je publie toutes les semaines le mardi à 10h du contenu pour vous aider dans votre quotidien. La nouveauté, en septembre, on va mettre en place une formation d'1 mois pour vous aider sur le développement de vos partenariats privés. Vous allez apprendre toute la base pour pouvoir arriver jusqu'à votre communauté de partenaires. Donc, qu'est-ce qu'un modèle socio-économique? Alors, on parle de modèle socio-économique et socio va être important parce que la première ressource d'une association, c'est les ressources humaines. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Votre modèle économique, c'est votre plan, c'est la façon que vous allez faire pour pérenniser votre association. C'est ce qui va vous permettre de faire fonctionner votre association. Donc du coup, il doit être viable financièrement. C'est pour ça que vous faites un budget prévisionnel en début d'année où vous savez toutes les dépenses qu'il y a dans votre association et du coup, vous devez mettre en parallèle toutes les recettes pour arriver à la fin à l'équilibre, voire avec un excédent pour pouvoir garder un petit peu de trésorerie pour les années suivantes. Ensuite, votre modèle socio-économique doit être en perpétuelle évolution. En règle générale, tous les ans, on remet en place le projet et on essaie de le faire évoluer. Vous pouvez même très bien imaginer de faire ça donc tous les 6 mois ou voire même tous les 3 mois, de le faire évoluer parce que votre modèle socio-économique doit s'adapter à votre quotidien et du coup, il est en perpétuelle évolution. Hop, je vais monter. Et enfin, et pour moi, le plus important, c'est que votre modèle socio-économique doit être construit à partir de la raison d'être de votre association. Par exemple, si vous êtes une association de basket et que votre raison d'être, c'est de promouvoir le basket pour tous, vous devez faire en sorte que tous vos projets, que tout votre modèle, le fonctionnement de votre association soit tourné vers la raison d'être de votre association. Donc, doit être tourné vers la promotion du basket pour tous. Maintenant, je vais vous donner la composition d'un modèle stable et pérenne. En fait, il se base sur 4 paliers, donc les ressources humaines qui sont le plus important. Ensuite, vous avez les ressources financières, les ressources matérielles et le petit dernier, les ressources digitales. À chaque fois, je vous ai listé dans l'ordre. Pour moi, c'est l'ordre d'importance à mettre en place avant le suivant. Donc, pour les ressources humaines, vous avez donc en premier les bénévoles. Donc c'est la base de votre association, c'est vraiment le plus important. Après, s'il y a une tâche très chronophage ou qui demande une spécificité spéciale, une technicité, vous pouvez engager un salarié. En règle générale, c'est un entraîneur, un éducateur.
qui va dispenser les cours. Vous pouvez très bien aussi imaginer vous lier avec des stagiaires, donc par exemple des étudiants qui viennent apporter leurs compétences pour votre association sur des missions très ponctuelles, quelques mois. Par exemple, vous avez un étudiant en communication qui vient vous aider sur la com, un étudiant qui officie dans l'événementiel, qui met en place un de vos événements. Donc ça peut être une aide en plus et ponctuelle. Et après, vous avez donc les volontaires en service civique. Donc ça, c'est des missions un peu plus longues, entre 9 mois et 1 an. Et ça vous permet de mettre en place des projets alors, plutôt à des valeurs sociétales. Par exemple, l'insertion donc des personnes en situation de handicap dans des associations. Ça peut être promouvoir le sport en zone rurale. Ça peut être promouvoir le sport en zone carcérale. Voilà. Toutes ces missions qui sont d'ordre sociétal peuvent être mises en place et porté par donc des services civiques, par contre des volontaires en service civique, par contre, ça ne remplacera jamais un salarié. D'accord. Donc ça c'est vraiment important, c'est une personne qui va vous aider à la mise en place d'un projet. Ensuite, vous avez les ressources financières. Donc la première, ce sont les cotisations. Alors, je fais bien la différence entre licence et cotisation. Les licences, c'est ce que la Fédé, ce que vous allez reverser à la Ligue ou à la Fédé, alors que les cotisations, c'est la part que le club reçoit. Ensuite, vous avez toutes les aides publiques, donc ça peut être les aides de la mairie, du département, de la région, et aussi les aides de l'État, donc par exemple l'ANS, l'Agence nationale du sport, donc c'est ce qui remplace le CNDS, ou le FDVA, donc le Fonds de développement de la vie associative. Vous avez tout le côté merchandising, c'est-à-dire la vente ou la location d'équipements. Vous pouvez vendre des t-shirts, des casquettes avec le logo du club. Donc ça peut être une ressource financière pour votre association. Après, la création d'événements. Donc vous pouvez mettre en place des grands tournois, des événements avec une buvette qui permet de rapporter donc de l'argent. Des prestations, donc ça en règle générale c'est quand même réservé à des associations qui ont un salarié, où vous pouvez très bien donc donner des cours de sport, donc donner des cours d'escrime dans des écoles, en périscolaire, dans les centres de loisirs. On peut très bien imaginer des cours d'escrime en maison de retraite dans les EHPAD, ça se fait de plus en plus. On peut très bien aussi faire de l'escrime donc dans les entreprises sous forme de team building. Voilà, donc tout ce type de prestations, vous pouvez les mettre en place. C'est une source qui est non négligeable de finances, qui d'ailleurs des fois est quasiment équivalente à celle de la cotisation. Mais par contre, c'est vrai que c'est souvent mis en place quand vous avez un salarié. Après, vous avez tout le côté partenariat. Donc là, c'est le sponsoring, le mécénat. J'ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir sur YouTube sur la différence des deux. C'est une ressource financière qui est très importante pour les associations. La création d'antennes, donc votre club principal crée une antenne en zone rurale notamment. Ça permet d'avoir des créneaux et en fait tous les licenciés sont rattachés au club principal. Vous pouvez aussi diversifier vos pratiques. Donc là, beaucoup de fédérations diversifient leurs pratiques. On a vu donc par exemple le handball à 4, le sandball, donc le handball sur la plage, le basket avec les Jeux Olympiques, le 3 contre 3, et l'escrime qui a mis en place depuis 2 ans le sabre laser de combat. Donc l'intérêt de diversifier les pratiques, c'est d'attirer un nouveau public, un public qu'on n'avait pas avant, et ce qui permet donc d'avoir plus d'adhérents et du coup de revenir au premier point qui est les cotisations. Ça permet d'avoir plus de cotisations. Et le dernier, donc là, pareil, j'ai fait une vidéo si vous voulez la voir sur YouTube, c'est le crowdfunding. C'est en fait tout simplement le financement participatif. Donc c'est un peu plus complexe à mettre en place parce qu'il faut un réel plan de communication, mais c'est un bon levier pour soutenir vos projets. Grâce à des plateformes, vous pouvez mettre en avant votre projet et des personnes vont faire des dons pour soutenir ce projet. Concernant les ressources matérielles, la première chose à avoir, c'est une salle. Donc avant de créer une association, il est important d'aller voir la mairie pour demander s'il y a des salles, un gymnase de disponible pour pouvoir monter votre association et dispenser vos cours. Ensuite, il y a le matériel pour la pratique. Donc si vous faites du badminton, ça va être des raquettes, des volants. Si vous faites du hockey, il faudra tout l'équipement de protection. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vous créez votre association, mais c'est aussi à prendre en compte quand vous développez votre association, parce que plus vous avez de licenciés, et plus il faudra de matériel pour votre pratique. Ensuite, en troisième temps, vous pouvez avoir une salle dédiée. Donc là, c'est mieux d'avoir sa propre salle avec ses propres créneaux. C'est un meilleur levier pour avoir plus d'adhérents. Et ensuite, vous avez le matériel informatique. Donc de nos jours, je pense qu'il est important de se munir donc,
d'un ordinateur, avoir un back-office, c'est-à-dire Word, Excel, pour pouvoir faire toute la gestion de votre association et communiquer. En parlant de communication, il y a maintenant toutes les ressources digitales à mettre en place. Il faut au minimum une boîte mail pour pouvoir échanger avec vos adhérents ou échanger avec vos futurs adhérents. Ensuite, je vous invite à au moins avoir un réseau social. Si vous ne savez pas lequel choisir, Facebook, c'est le réseau social numéro 1 où il y a le plus de monde. Vous pouvez communiquer avec vos adhérents par le biais de photos, de vidéos ou de textes. Et vous pouvez aussi communiquer auprès d'autres adhérents, des personnes grâce au partage ou aux pubs payantes de Facebook. Un site internet, en règle générale, maintenant toutes les associations ont un site internet, donc c'est un site vitrine qui permet d'avoir tous les renseignements. Moi, si je souhaite avoir des renseignements sur une association, et du coup, je veux au moins avoir les horaires, les tarifs, le lieu. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas un site internet, ayez quand même un réseau social, parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi donner toutes ces informations-là. Et dès que vous avez mis ça en place, vous avez la possibilité de vous munir d'un logiciel de réunion en ligne. Donc le plus connu, c'est Zoom. C'est assez pratique maintenant pour faire des réunions en distanciel. Vous pouvez aussi communiquer avec vos adhérents via ce logiciel, et vous pouvez maintenant même donner des cours. On a vu pendant donc la crise sanitaire du Covid que beaucoup d'associations s'est mis à faire des cours en ligne. Alors ça ne remplacera jamais le présentiel, mais ça peut être un petit plus pour votre association. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur deux autres ressources digitales qui n'est pas encore exploitées par les associations ou très peu. C'est une chaîne YouTube. Alors, une chaîne YouTube, vous pouvez poster des vidéos de votre association pour mieux vous faire connaître, mais vous pouvez aussi filmer les compétitions et les mettre donc en direct, ce qu'on appelle le streaming, ce qui va permettre de capter beaucoup plus l'attention des gens et de vous faire mieux connaître. Et le dernier, c'est les infoproduits. Alors les infoproduits, c'est tout simplement des e-books ou des cours en ligne avec des programmes spécialement en ligne. Donc beaucoup de coachs le mettent en place avec leur entreprise, et les associations peuvent faire la même chose. Imaginez, vous êtes entraîneur de tennis, vous pouvez très bien créer un programme pour servir correctement ou dépasser les 100 km au service. Vous créez un e-book et vous pouvez très bien le vendre, ce qui peut être une ressource financière supplémentaire pour votre association. Donc troisième et avant-dernière partie, je vais vous donner des exemples de modèles économiques. Donc le premier, ça va être le festival de musique. Voici un modèle optimisé d'un festival. Donc on a les billets d'entrée, la vente sur place, donc ça équivaut à la buvette. Il y a des partenariats avec des sponsors qui en échange donc de sponsoring ont des places VIP pour regarder les concerts. On a tout le côté merchandising, donc la vente de goodies, d'équipements, de vêtements à l'effigie du festival. Maintenant, on commence à voir apparaître du streaming, c'est-à-dire des festivals qui streament, donc qui filment en direct donc les concerts, des DJ. Certains festivals les rendent payants. Il y a aussi la possibilité de créer d'autres événements. On voit de plus en plus de festivals qui ont une version été basculer sur une version hiver. Par exemple, un festival de musique électronique connu qui s'appelle Tomorrowland, ça se déroule en Belgique l'été, est venu donc s'installer en France dans les Alpes d'Huez, donc pour la version hiver, où c'était Tomorrowland Winter. Vous avez le côté affiliation, c'est des personnes qui viennent vendre des objets et qui payent une commission au festival ou tout simplement le stand. Hop, je vais me remonter là. Ensuite, nous avons le restaurant. Donc j'ai pris la restauration car vous pouvez avoir une idée de modèle économique à mettre en place ou la diversification en fait, des possibilités. Vous avez donc tout d'abord la vente sur place, on vient au restaurant consommer, donc ça c'est le truc classique. Ensuite, de plus en plus maintenant on a la vente à emporter. On peut créer des événements, par exemple lors de la Saint-Valentin ou les brunchs du dimanche. On peut très bien imaginer des soirées à thème, paella, raclette. Ce sont des événements qui vont attirer plus de personnes et qui vont faire la promotion du restaurant. On peut très bien aussi avoir des cartes cadeaux, donc payer au restaurant pour offrir à donc, des personnes.
Et on voit de plus en plus maintenant de cours de cuisine où vous pouvez aller au restaurant sur les temps où le restaurant est fermé, apprendre la cuisine. Ce sont des cours qui sont en règle générale payants. Ça permet d'avoir plus de notoriété pour le restaurant et vous, en même temps, ça permet de générer de l'argent. On peut aussi maintenant voir des cours de cuisine en streaming. Alors, en général, eux sont gratuits, mais ça rentre dans tout le système de communication du restaurant et du coup attirer plus de clients. J'ai pris donc 2 clubs associatifs, un club d'escrime qui est plutôt un sport individuel et un club collectif, un club de handball. Donc le modèle économique est assez similaire. On va avoir donc dans un premier temps les cotisations, ensuite des prestations, le partenariat, des subventions. Alors je reviens sur les subventions, mais même si elles sont de plus en plus rares et en baisse, ça peut quand même être une source non négligeable de ressources financières pour votre association. Si je prends l'exemple pour un club d'escrime, vous pouvez très bien faire une demande de FDVA 2, donc du Fonds de développement de la vie associative, et vous pouvez avoir 4 000 € d'aide. Et si vous mettez en place votre dossier de subvention de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, vous pouvez avoir au minimum 1 500 €. Donc si je cumule les deux, ça fait 5 500 €. Pour soutenir vos projets, ça reste quand même une ressource importante de vos ressources financières. Vous avez également les aides à la mairie. Donc là, ça va dépendre de chaque ville. Les mairies aident en fonction de leur budget. Ce qui va différencier légèrement, c'est le merchandising. En règle générale, sur un sport collectif, il y a beaucoup plus de monde et il y a tout le côté public qui achète donc les écharpes du club, les maillots. Un club individuel, on va plutôt avoir les joueurs qui vont avoir le survêt du club, peut-être les chaussettes en escrime, mais donc c'est moins développé. Il faut bien évidemment développer les deux. En règle générale, de ce que je peux voir, c'est dans le monde des clubs collectifs, des sports collectifs, où on a quand même un développement du merchandising beaucoup plus poussé. Ensuite, en club individuel, on va plutôt avoir des antennes, où en fait on a un club principal et des antennes tout autour, alors que finalement, dans les clubs collectifs, c'est plutôt le contraire. Il y a des antennes et en fait, elles se regroupent pour créer une entente et un plus gros club. Dans des clubs individuels, on va avoir des événements plutôt ponctuels, 3 à 4 dans l'année, avec donc des gros tournois, des grosses compétitions, des compétitions par équipe notamment, alors que dans les clubs d'handball, ça va être plutôt des événements toutes les semaines où en fait il y aura des tournois et où la buvette donc, va être une ressource financière. Vous pouvez aussi avoir la buvette après les entraînements, donc le fameux clubhouse qui permet de tourner et d'avoir une ressource financière non négligeable. Et bien sûr, le club de handball donc, peut mettre en place des événements du type des galas avec donc, des gros matchs ou donc des tournois. Donc en foot, on a les tournois de tournoi de six avec donc 6 personnes. Voilà. Donc ça, c'est aussi des événements à mettre en place. Pour les événements, je vous invite vraiment à faire des événements en relation avec la raison d'être de votre association. Je sais qu'il y a beaucoup de lotos, de brocantes, mais essayez quand même de mettre en place d'autres événements parce que ça va fatiguer vos bénévoles et du coup l'événement qui est en relation avec la raison de votre association, ça va permettre de la promouvoir et ça va être plus bénéfique sur le long terme. Pour finir, voici mes 6 stratégies entrée-crise pour que votre association puisse être pérenne au fil du temps. Donc déjà, la première chose, c'est que votre association doit avoir plusieurs sources de revenus. Ça va être très important. Imaginez que vous ayez un revenu que basé sur un événement. Vous ne pouvez pas mettre en place cet événement et du coup, c'est tout le modèle économique de votre association qui s'écroule. Donc, vous devez avoir des cotisations, des ressources au niveau du merchandising, des partenariats, les subventions, de l'aide de la mairie. Vous mettez en place des prestations. Parce que si jamais il y a un ou deux modèles qui s'écroulent, vous pouvez quand même avoir d'autres ressources financières et du coup, vous pouvez pallier à cette crise. Ensuite, dans le même esprit, il ne faut pas dépendre que d'une seule personne. Imaginez que c'est votre président qui a les clés du gymnase et ce jour-là, il n'est pas là ou il est père, vous ne pouvez pas mettre en place votre compétition. Votre éducateur, il est seul à enseigner, il se blesse ou il est malade, le club ne peut pas tourner. Donc faites bien attention à ça. Sur chaque projet, pensez qu'il faut au moins 2 personnes sur le projet, donc un suppléant, un adjoint, qui pourra prendre le relais en cas d'absence de la première.
Ça va être très important. Ensuite, il va falloir donner ces cours sous plusieurs formats. En tant qu'éducateur, vous devez être capable de donner des cours en individuel, donner des cours en collectif, de donner aussi des cours via un ordinateur, donc en visio. Vous pouvez aussi donner des cours dans un gymnase, à l'extérieur. Voilà. À vous de vous adapter sur donc, tout le type de cours que vous allez dispenser. Après, il faut avoir communiqué de plusieurs façons. Donc il y a 3 types de communication. Vous avez la communication en direct, donc vous allez distribuer des flyers, vous allez faire des animations, les forums d'e-sport par exemple, pour faire connaître votre club. Vous avez ensuite tout le côté bouche-oreille, donc ça c'est des licenciés, des adhérents de votre club qui vont vous recommander pour attirer d'autres adhérents. Et après vous avez toute la communication digitale, donc via les réseaux sociaux, votre site internet. Essayez d'avoir vraiment les 3 de façon équilibrée, comme ça si vous en perdez une, vous en avez d'autres pour pouvoir continuer à communiquer. Ensuite, vous allez devoir pour cette année, qui est une année de transition, avoir aucune dépense superflue. Normalement, on aurait dû avoir les Jeux Olympiques cet été, ce qui allait nous amener beaucoup de licenciés à la rentrée. On ne les a pas, en plus l'avenir reste incertain. Donc du coup, ne prenez aucun risque au niveau financier. C'est très simple, listez toutes vos dépenses et dites-vous quelle dépense est vraiment importante pour le développement de votre club. Tout le reste, essayez de négocier, donc allez voir vos partenaires, essayez de négocier des tarifs auprès de partenariats, donc mécènes ou sponsors, ou sinon supprimez-les, mettez-les en attente pour l'année suivante. Et le plus important, c'est de savoir s'adapter. À chaque fois dans vos projets, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des freins. Voilà. Sachez toujours aller vers l'avant, trouver des solutions. Et les solutions, vous allez les trouver en étant proche de la raison d'être de votre association. Si c'est promouvoir le basket auprès de tous, et tout ce que vous devez faire, c'est d'aller vers cette raison d'être. Par exemple, on était bloqué, on était confiné donc pendant 2 mois, et bien rien n'a empêché de continuer à promouvoir le basket sous toutes ses formes, donc via les réseaux sociaux, via des visios. Voilà. Donc essayez toujours de vous adapter et de prendre le chemin de la raison d'être de votre association. Ça va être le plus important. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à clément@optim-asso.fr. Inscrivez-vous à la newsletter, je mets le lien dans la description. Parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.